Dans cet épisode, je reçois Fabien Major. Fabien est un auteur, conférencier, planificateur financier et animateur de son propre balado, Le Planif. Lors de son passage, on a parlé de l'économie, l'entrepreneuriat, la psychologie et même son année de maternelle où il a rencontré sa femme. On se rejoint à la retenue. Bonjour, merci encore d'être là avec nous, de nous écouter et de nous suivre sur les médias sociaux, sur Balado. Aujourd'hui, un invité spécial, important même, Fabien Major, qui a aussi un balado. Donc, on est en compétition, non, c'est pas vrai. Donc, balado Le Planif. Et Fabien fait aussi plein de choses il va nous en parler aujourd'hui. Fabien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Ryan. Excellent. Donc, juste avant qu'on commence, un de nos amis ici qui nous écoute en studio a mentionné que tu as souvent été en retenue supposément quand tu étais jeune. Parle-moi de ça. T'étais un petit gars tannant ou qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que j'étais dans l'une lunatique. Je n'écoutais pas les consignes ou c'était la récréation. Je restais en classe à faire d'autres choses ou encore j'écoutais pas puis je parlais. Puis c'était souvent comme ça. Mais ton décor, c'est vraiment sharp. Puis ça me fait penser à ma première blonde de maternelle. Toi, tu te rappelles de ta blonde en maternelle. Ben, moi, c'est 5e année. Elle s'appelait Daphné. Ah, bonjour, oui. si elle nous écoute. Salut, Daphné. Ben oui, parce que première journée de classe, la maternelle, j'avais vraiment hâte d'aller à l'école. Et puis, les yeux, j'ai scanné la salle, les enfants, et puis les petits yeux bleus de José m'ont marqué. Et ça a été ma première blonde. Et je l'ai épousée en 2016. Non! Ouais. Non, mais c'est vrai, la vraie histoire. Oui, c'est vrai. Ouais, Écoute, je te jure. mon Dieu, c'est quand même... est-ce que c'est... Là, vous avez j'imagine que vous n'êtes pas vus pour quelques années ou non? Vous avez tenu la main jusqu'à la... Ben, comme c'était le pétard de l'école, elle cassait régulièrement, puis on reprenait. OK. Et puis, on a eu un break de 30 ans à peu près. Ouais. Puis, je l'ai laissé réfléchir. OK. Je suis revenu et puis, bref, à 45 ans, on s'est retrouvés. Mon Dieu. Wow. Donc, tu étais quand même résilient. Tu sais, on parlait de la résilience financière, mais Ouais. là, il y a de la résilience partout dans ta vie. Là. Oui, peut-être. Mais écoute, l'humain est capable de s'adapter à plein de situations. Là, mais il y a quelque chose qu'on a jasé avant d'entrer en studio qui m'a marqué. C'est que, mettons, c'est notre dernière journée d'existence aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait plusieurs années que je pense à ça. Puis il y a quelques années, justement, c'est ma dernière journée. Qu'est-ce que je devrais faire? Reprendre contact avec, dans ce temps-là, c'était José. Ouais. J'ai repris contact avec. J'ai comme poursuivi, mais je suis allé réparer soit les petites injustices, les petits tourments de ma vie. C'est comme tout réglé là, dans le passé. complété. Là. Mais je trouve que ça nous aide professionnellement aussi de se réconcilier avec des petits épisodes de notre existence passée. Ben oui, certainement. Moi, j'ai pas eu la même expérience en maternelle. Premièrement, j'avais peur. On parlait de langage et tout ça, de langue tantôt. Puis moi, j'avais été à la garderie, mettons, avec ma mère. Je suis né au Nouveau-Brunswick. Mes parents se sont séparés. Mon père était avec la GRC dans le temps. C'est pour ça qu'on était à Nouveau-Brunswick. Puis donc, j'étais un petit gars là-bas. Puis ma mère, quand ils sont séparés, ma mère est déménagée dans l'ouest de l'île, à Montréal ici. Donc, plutôt anglophone. Donc, les amis autour étaient anglophones. Et puis, mais mes parents viennent de Québec, qui étaient plutôt francophones. Donc là, une contradiction. Puis là, à la garderie, où est-ce que ma mère m'envoyait, c'était tout en anglais. Donc, mais à maternelle, là, m'envoyait à l'école Saint-Louis. Puis là, je suis arrivé là, je parlais pas un mot français. Là. Ah non? Non. Et puis, moi, je suis arrivé là, puis c'était 100% français. Et puis là, c'était comme Charlie Brown. Là, moi, je comprenais rien. Je me rappelle, là, j'étais en panique totale. Imagine, envoyer ton enfant à une école japonaise, c'était à peu près l'équivalent pour moi. J'étais comme, je comprends rien qu'est-ce qui se passe en ce moment. Les gens me parlent, là, puis je les regardais comme ça, là, comme si c'était... Donc, mon expérience n'était pas la même que... T'étais en amour et moi, j'avais la peur de ma vie, là. Ah oui. Et puis voilà, donc... T'es sorti de ton traumatisme, est-ce que je peux voir? Oui. Ma femme dit qu'elle me répète toujours, on t'a bien assimilé, là, ça va bien, c'est super bon. Donc, elle dit sans blague, c'est sûr, là, mais bon.
On va arrêter de parler de ma maternelle. Je commence à avoir de l'anxiété. Oui, oui. Parlons un peu de ton parcours. Tu as créé le balado Le Planif. Naturellement, tu as un background un peu en finance. Parlons un peu de ton parcours, ton background à toi personnellement. Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir commencer un balado spécifiquement sur les finances et surtout en français pour que les Québécois puissent écouter et voir un aspect très différent. Là. Tes sujets sont en dehors, comme on disait, des médias classiques, mettons des sujets classiques. Parle-moi un peu de tout ça. OK. Très jeune, je tripais à la radio. Vers 13 ans, je faisais de la radio étudiante. Puis c'est ce que je voulais faire dans la vie. J'attendais juste de terminer peut-être ma dernière année de cégep. Je voulais avoir un petit peu de culture pour avoir de quoi à dire parce que ça arrive des fois, on écoute certains animateurs, on se dit, il me semble qu'ils utilisent peu de mots, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de vécu, tout ça. Puis je me disais, je veux avoir une culture plus étendue. Alors j'ai essayé d'aller à l'école le plus longtemps possible pour avoir une culture générale, mais mon objectif, c'était de faire de la radio. J'ai fait de la radio dans différentes petites villes et villages, Hawkesbury, Ontario, Sainte-Adèle, Trois-Rivières, Magog, Montréal. Et dans la jeune trentaine, j'ai comme un petit peu été victime d'ennui. J'ai commencé à m'emmerder. Surtout en faisant des pubs. Tu faisais de la pub à la radio. Oui, je faisais de la pub. Bonjour. Les week-ends, on appelle ça des remotes. Là. C'est des pubs en direct de chez Trévy ou Ameublement Tanguay. Puis j'ai commencé à trouver ça banal, mais surtout, tu sais, t'annonces un set de salon à 1500$ en spécial, mais tu sais qu'il n'est pas en spécial, parce que la semaine d'avant, il était à 1500$ aussi. Là. Mais tout ça, ça me questionnait, puis je trouvais que c'était pas très significatif. J'ai commencé à me désintéresser de mon parcours dans les médias. Mais j'étais surtout dans les radios Top 40 et les stations musicales, etc. Et puis, je cherchais un petit peu ma voix. Puis, Chaume, anglais, français? En français. C'est quoi un peu comme ça? J'ai travaillé à Réseau Énergie, mais aussi un réseau, c'est une inside joke, qui s'appelait Rock Détente. C'est maintenant Rouge FM. Mais nous, on l'appelait la station décédée, pas des compact disques du monde mort. Parce que à peu près toute le playlist du monde qui sont morts, Elvis, Joe Dassin, Jerry Boulet. J'aimerais saluer la blonde d'un de mes bons amis, Pam Baudry. Salut, Pam. Oui, elle écoute ça, toutes les vieilles affaires. C'est ça. Parce qu'elle est là-dessus, elle travaille. Alors, ça, là, ça a été vraiment mon coup de grâce. Je m'emmerdais. Alors, il fallait que je fasse d'autres choses. Je commençais à lire plein de livres, des vieilles affaires, là, genre Napoleon Hill, Penser devenir riche. Et Think and Grow Rich, un peu des trucs de croissance personnelle, mais à me questionner sur ce que je voulais dans la vie. Et puis, la première des choses, je voulais que mes enfants je puisse les nourrir, puis qu'ils puissent avoir un toit, parce que très jeune, je voulais des enfants, puis c'est un environnement que je connais. J'ai des petits-enfants, des enfants, et puis... alors, c'est ça. Puis, je voulais gagner ma vie. Je suis allé en finance parce que dans ma famille, il y en avait qui travaillaient dans le domaine de la finance et l'assurance. Mais je suis allé vraiment à reculons. Là. C'était comme le moonwalk, mon affaire. Oui, parce que radio et finance, des fois, c'est pas nécessairement connexe. Mais je me suis quand même réconcilié avec ça en disant rapidement, je peux trouver mon rôle comme étant un éclaireur, un vulgarisateur de la finance. Puis, c'est là que j'ai commencé aussi... à me faire un plan de com. Avec la crise 2008-2009, je sortais d'un MBA, puis j'avais volontairement été chercher des cours complémentaires comme commerce électronique, comme communication, des cours fascinants aussi sur comment faire des projections, des perspectives. La prospective, c'est un cours en soi sur essayer d'anticiper les événements à partir de faits et de données. Puis là, j'ai commencé à avoir... la passion pour l'économie et la finance. Puis tout ça, c'est un écosystème. Puis je me suis fait un plan de com et rapidement, je me suis dit, j'ai pas envie d'être un vendeur. J'étais un vendeur quand je faisais de la radio, puis je faisais des pubs de piscine. Et là, j'avais pas envie de faire ça. Puis je voyais mes confrères qui faisaient du cold call, puis qui écœuraient le monde le samedi soir en disant... je suis le plus meilleur conseiller, je vais vous vendre de l'assurance, tout ça. Puis je me disais, non, jamais. C'est démotivant, je te comprends. C'est démotivant. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que les gens m'achètent plutôt que moi, je me vende? C'est là que j'ai commencé à faire des stratégies reliées avec des mots-clés. Et puis, j'ai commencé à étudier l'algorithme Google
pour avoir des sites web, pour avoir des stratégies de commerce électronique pour faire venir le monde. OK. Un des premiers succès que j'ai eu, je te dirais commercial, là, que j'ai vu toute la puissance que chaque individu a en fonction du net aujourd'hui. C'est un petit site web bien simple que j'ai conçu qui s'appelait deuxièmeavis.com. OK. C'était la campagne de pub de la Banque Scotia à TV. C'était aller vous chercher un deuxième avis. Puis moi, je tape et je vois qu'ils n'ont même pas réservé le nom. Non. Je l'ai acheté 10 piastres et je détournais le trafic de la Scotia sur mon site. Non. Alors, évidemment, mon site, qu'est-ce que je voulais? C'était vraiment du slow sale. Alors, c'était un blog sur WordPress avec juste des articles d'information qui terminaient. Si vous voulez un deuxième avis sur vos finances, contactez-moi. Et puis, ça a fait un hit, ça, c'est en Le terme en anglais, c'est non-threatening marketing, dans le sens que tu donnes quelque chose et c'est le client qui vient dire « Écoute, ça m'intéresse, parle-moi-en. » Oui. C'est là que j'ai fait le plein de rendez-vous en pleine crise financière 2009, où est-ce que les clients venaient vers moi, qu'est-ce que je peux faire pour sécuriser mes finances, qu'est-ce que je peux faire pour sécuriser mes REER. Et je me rendais compte que j'avais quelque chose de significatif dans leur vie qu'en radio, en faisant des pubs de piscine, je n'avais plus. Là, j'ai commencé à trouver du plaisir. OK, excellent. Moi j'aime le concept de... J'ai pris le marketing de Scotia. Le Scotia faisait mon marketing pour moi. Tu sais, mettons, une pauvre banque qui met 10-15 millions par année dans du marketing. Écoute, pas besoin de rien faire. J'ai pris le site. Ils n'ont même pas pris le site. Non, ils n'avaient pas réservé le mot-clé, puis moi, je l'ai exploité. Je me suis payé du temps d'antenne aussi à la radio, où est-ce que là où je faisais quelque chose de différent, parce qu'il y avait des gens qui s'achetaient, mettons, du temps d'antenne à la radio ou à la télé, faisant des infopubs, mais c'était criard, c'était des vendeurs de thermopompes ou autres. Puis moi, je suis allé faire du slow sale, où je fournissais de l'information. Puis juste le petit bridge dans le raccord de l'émission disait que c'était présenté par deuxièmeavis.com. Alors, les gens venaient, mais moi, en ondes, je faisais de l'information. Exact. Je payais peut-être mon temps d'antenne, mais je faisais réellement de l'information. Puis, j'ai pu avoir des partenaires commerciaux qui ont compris que c'était plus fin comme publicité que du gros marketing agressif, comme on voyait certaines financières faisaient. Là. Ouais. Et le temps a passé, mon équipe a grossi, ma stratégie, c'est comme perfectionner. Puis, je dois alimenter aussi des conseillers dans mon équipe maintenant. Mais c'est le téléphone qui sonne. C'est pas nous qui appelle le monde. C'est un bon point pour les entrepreneurs que c'est pas obligé d'être toujours du hard sell. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé dans mon domaine, en hypothèque au moins, c'est que le plus qu'on... J'ai beaucoup de gens qui vont m'appeler avec les publications, l'information qu'on donne, éducation, ils vont dire « Je veux te rencontrer ». Puis je vais demander « Mais pourquoi? » Bon, on n'est pas sûr vraiment, mais j'aimerais juste vous parler de ma situation, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Puis de là, on dit OK, puis on book une rencontre, puis il y a toujours quelque chose qu'on peut découvrir. Tu sais, on est dans la découverte. Donc, c'est pas obligé d'être dans le Hey, as-tu besoin de ça? J'ai le meilleur produit pour toi. Oui. Ça l'ouvre une autre. Puis c'est des clients engagés parce que ils appellent, puis ils veulent exactement ça. Effectivement. Mais ce que ça m'a donné de faire de l'information dans un univers publicitaire, c'est que les médias m'ont aussi remarqué et m'ont dit « Ah, t'es-tu le gars de radio que j'entendais il y a 10 ans? Oui. Alors, viendrais-tu nous parler de ça? Je veux avoir ton point de vue sur l'économie. Les chiffres de chômage ont sorti, ils sont très inquiétants. Puis là, de fil en aiguille, les médias m'appellent à chaque semaine. Exact. Et à chaque semaine, je vais donc commenter l'information sans avoir rien à vendre. Ça alimente les sites web, ça alimente aussi les clients qui viennent savoir si on peut leur aider en termes de planification financière. Mais c'était ça qui était le déclencheur, parce que les journalistes aussi, comme tout le monde, ils cherchent sur le web avec des mots-clés. Et quand ils trouvent des articles pertinents à leur sujet, ils peuvent contacter l'auteur. Exactement. C'est l'expérience que j'ai en hypothèque beaucoup. Là. J'ai de plus en plus de médias qui appellent sur un sujet, puis je dis pas pourquoi moi, mais on t'a vu sur un blog, on t'a vu que tu as écrit ça, on a vu que tu as fait une entrevue là-dessus. Et le plus que tu en fais, le plus que ça génère des gens qui vont t'appeler ou pour des commentaires. Web, c'est un édifice, et plus tu as de portes, plus il y a de gens qui peuvent rentrer et créer des surprises. Mais c'est la conséquence de ce que tu as fait et c'est pas de la chance. J'aimerais reculer une affaire parce que tu as parlé de la Banque Scotia puis tu avais entendu deuxième avis. Est-ce que tu étais à la recherche d'opportunités à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as reconnu, tu as eu un genre de... Parce que j'ai une histoire là-dessus qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle Red Car là, ou Auto Rouge. Je sais pas, t'as-tu jamais entendu le concept Auto Rouge ou Red Car?
Ou tu vas me le rappeler. Est-ce que c'est comme la vache violette? Je connais pas la vache violette, donc il va falloir que tu me le comptes après. Peut-être au Donc, volant du char rouge. C'est par rapport à opportunité. Okay? Ouais. Je t'explique rapidement c'est quoi. C'est que si je te disais, tu as conduit ici aujourd'hui? Oui, tu as conduit ici aujourd'hui. Si je te disais, mais t'as vu combien de voitures rouges partant où est-ce que tu étais parti à venir ici aujourd'hui? Tu as vu combien de voitures rouges, mettons? Bon, je ne les ai pas comptées. Peut-être qu'il y en avait 10. OK, mettons 10. Mais est-ce que tu pourrais me dire un montant que tu es certain d'avoir vu? Absolument pas. OK, mais mettons certain. Tu es sûr d'avoir vu au moins un, mettons? Ah, au moins 2. Au moins 2. OK, au moins 2. Mettons qu'on change ça puis que je te dis, mettons, avant que tu pars de la maison, je te dis, je vais te donner 100 $ pour chaque voiture rouge que tu peux me confirmer que tu vois ce matin en partant de ta maison à venir ici. Ouais, mon risque de créer un accident augmente aussi. Probablement. Mais probablement, tu vas être... Attentif. Si je te demanderais combien de voitures rouges est-ce que tu as vu, tu dirais j'en ai vu 44 parce C'est que, ça. OK, puis là, tu vas recevoir 4 400 $. OK. L'opportunité est similaire. Si tu n'es pas en train de regarder pour l'opportunité, ben, tu risques de ne pas le voir. Ben non. Mais si tu es en train d'être conscient, d'être présent à des opportunités potentielles, ben tu pourrais potentiellement en voir. Ouais. Donc, ma question par rapport à deuxième avis, c'est c'était quoi ton mindset à ce moment-là? Est-ce que tu étais en recherche ou c'est juste popé de même que, ouais, non, ça a l'air cool, puis c'était quoi ton... C'est sûr que je voulais faire une campagne spécifique en me créant sur le web un landing page. Et je jonglais avec toutes sortes de sujets, puis je vérifiais les mots-clés s'ils étaient disponibles. Mais la pub de Scotia, je la trouvais très brillante. Alors, je me suis dit, par curiosité, si je tape deuxièmeavis.com, est-ce que ça mène à la Scotia? Là, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Et j'ai tout de suite acheté l'URL. L'URL, exactement, Ouais, c'est ça. mais Ça les a forcés à changer. Hein. Maintenant, c'est Think you're richer than you think. C'est-tu à cause de toi qu'ils ont changé de motto? Je ne sais pas, mais j'ai encore l'URL deuxième avis. Ah, tu l'as encore? Ah, OK, oui, j'ai ouais. encore. Il fonctionne-tu? Oui, j'ai ressuscité cette année. Ah oui, cette année en plus. Ouais. OK. Vraiment incroyable. Donc, ça, c'était qu'est-ce qui t'a amené à ton balado? Donc, mettons tous ces sujets-là pour finalement lancer le balado. Ça fait combien de temps que le balado a commencé? Le balado, il a été créé pendant la pandémie. OK. C'est là que je pouvais moins sortir. Évidemment, tout le monde, on restait à la maison, on restait cloisonné. Puis, ça faisait quand même quelques années que je songeais à faire un balado. Je me dis, ça va être une extension de ce que j'écris. Ça va être aussi une façon de raconter des histoires qui va être un peu différente. Mais je voulais le faire avec un format professionnel, un peu comme un magazine, avec un peu une émission de radio formatée. Ouais. Puis comme j'ai une passion pour l'histoire, la première chose que j'ai fait, c'est de créer des petites capsules historiques de 2-3 minutes qui sont recherchées, où est-ce qu'on raconte l'origine de l'argent, l'origine du chèque, l'origine d'une banque centrale, l'origine des hypothèques. Alors, tout ça, ça nécessite du travail, de la recherche. Ouais. Puis, j'ai donc embauché des voix, j'ai embauché des producteurs avec des effets sonores pour donner tout un enrobage à ces petites histoires-là. Ouais. Les histoires servent souvent de thème. Je peux avoir un balado sur un thème, puis comme bientôt, je vais en avoir un juste sur la plus grosse compagnie au monde, Apple. Elle est fascinante, mais elle se trouve dans le réel d'à peu près tout le monde. Ouais. Et puis, c'est ça sert de prétexte, mais il y a tellement d'affaires à creuser. Et c'est puis, infini, des sujets que tu pourrais sortir. Oui, là. oui. C'est... Alors, le balado, c'est une continuité, je te dirais, puis une espèce de mariage de mes expériences de communication avec la finance, mais aussi de partager des réflexions. Wow. OK. Vraiment intéressant. Donc, au niveau de ton balado, qu'est-ce qui fait que... Quel sujet que tu choisis? Comme comment tu détermines tes sujets? Tu parlais de l'histoire, tu étais d'un buff d'histoire. Ouais. Comme l'histoire de l'argent. Ça, c'est des choses que tu connaissais déjà ou c'est vraiment... Tu fais des recherches à la fois? J'ai embauché aussi un journaliste, un rédacteur qui m'a aidé dans la recherche. Et puis, toutes ces petites histoires-là, on en a fait un livre qui a été publié. Là. Petite histoire de gros dollars. Ah ouais? L'origine du Bitcoin, l'origine de l'argent. Et puis, c'est sûr que c'est pas toutes des affaires que je savais. En cours de route, j'ai découvert plein de choses, comme par exemple, les multilogements. Pour moi, c'est un concept récent qui doit peut-être dater de 150 ans, de 200 ans. J'ai découvert que les multilogements, ça date de l'Égypte ancienne. Il y avait déjà des immeubles de 14 étages dans le temps des Égyptiens. Ah ouais. Et puis, ils savaient aussi, ils avaient des trucs
pour rendre la vie confortable, même dans des édifices en hauteur. Tu sais, quand on va parler de densité de population, ça a l'air d'un tout nouveau concept, mais c'était déjà un problème il y a des milliers d'années. Dans le temps. Oui, alors avec Sans air conditionné, on s'entend. Sans climatisation, tu étais en Égypte, le 14e étage. Là, Mais il avait développé l'eau courante. Tu avais, par exemple, des chaudières avec des poulies, puis des bœufs qui tournaient autour d'une roue, et les chaudières montaient l'eau au 14e, ça montait jusqu'au 14e étage. Puis il y a des situations comme ça que j'ai découvert, des affaires fascinantes. Parce que l'économie, l'argent, la société, les problèmes de couple, d'enfants, ça évolue, mais c'est tout interrelié. C'est à partir du moment où on veut juste dire on va parler que d'argent, là, ça, c'est décoller de la vraie monde. C'est pas la vraie vie, du vrai monde. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont, au niveau de l'histoire, qui sont juste... Il y a une évolution, mais sont encore autant présents aujourd'hui, autant importants aujourd'hui que ça a été à l'année zéro. Rapidement, je me suis rendu compte que la partie la plus importante dans la finance, c'est la psychologie et la perception de celui qui entend je pointe là-bas parce qu'il y a un expert là-bas en psychologie de finance. Donc, que tu as reçu sur ton balado, notamment, tu peux la nommer si tu veux, parce que moi, j'ai oublié son prénom. Donc, c'est vrai. Véronique. Désolé, Véronique, je t'en dois. Mon Dieu, tu vois, c'est ça. Là, on a parlé de psychologie, puis à un moment donné, j'ai vu dans mon LinkedIn... qui était là, puis elle parlait d'un sujet qui me passionnait au niveau de la psychologie, puis rapidement, je l'ai contacté. C'est l'aspect le plus important. Puis je pense qu'un humain peut devenir un meilleur gestionnaire, un meilleur propriétaire, un meilleur entrepreneur s'il a la capacité de s'analyser, une capacité d'introspection pour connaître ses réactions émotives. Parce que c'est là qu'on peut se tempérer, puis de prendre une grande respiration avant d'aller dans une direction qui est plutôt impulsive. C'est un bon point. L'introspection comme entrepreneur, comme gestionnaire, est-ce que tu as mentionné... Donc, c'est très important, selon toi? Oui. En tout temps, il faut se méfier de ses propres réactions parce qu'on a un bagage, mais on a surtout... ça, je l'ai découvert avec Seth Godin. C'est un ouvrage que je recommande à tout le monde. Seth Godin, oui, c'est ça. Ouais. Purple Cow, lequel... Non, c'est en fait devenir indispensable. Become, ouais. Je pense pas que je l'ai lu, celui-là, ouais. C'est peut-être le tipping point en anglais, je ne sais pas. Mais devenir indispensable, ça parle beaucoup de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Okay. Celui-là, il nous dit tu vas te brûler, enlève ta main. C'est tout ce qui est nos réflexes. Ouais. Et on a toujours peur de se faire prendre pour une proie. Alors, on va fuir devant le danger, y compris le danger perçu qui n'affecte pas notre vie. Si on voit nos investissements baisser de 5 % en septembre, on peut dire « Il faut que je sorte de là, je vais devenir ruiné ». Mais ça, c'est notre cerveau reptilien qui interprète de la mauvaise façon une information qui mérite d'être analysée et vérifiée et puis être pris avec du recul. Notre vie n'est pas menacée parce que nos placements baissent temporairement. Puis, by the way, est-ce que les placements, ça peut baisser souvent? Oui, ça baisse 5 à 8 fois par année de plus de 5 %. Ah bon, OK, alors je suis safe. Là, je vais continuer mes activités. Mais notre cerveau reptilien, il a l'habitude de sauver, il a l'habitude de nous faire prendre des décisions qui ne sont pas toujours appropriées. En fait, on vit souvent dans un futur incertain au lieu de vivre dans le moment. Donc, on est déjà là. Donc, il faut que je fasse ça parce que je ne veux pas être là, mais c'est comme si cette futur-là était une réalité réelle. Oui. Et on le vit non seulement émotionnellement, mais à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, comme si c'était vrai. Pourtant, c'est une fabrication. Mettons que l'Homo sapiens a 200 000 ans, peut-être 300 000, peu importe, je ne suis pas anthropologue, mais si dans les 200 dernières années, on s'est modernisé avec des outils puis avec suffisamment de nourriture, d'eau et d'hygiène, on a encore des réactions émotives, comme quand il y a un mammouth qui nous court après. Absolument, oui. Il y a un bon livre là-dessus, Sapiens, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement. Et la suite aussi, exactement. Le Noah, j'ai de la misère avec son nom parce que son nom est compliqué. Là. C'est Noah quelque chose. Israélien. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est... effectivement. Une des choses que j'ai trouvé super intéressante dans ce livre-là, mais anthropologiquement, là, c'est que des êtres humains ont été capables de dominer la planète parce qu'on est capable de créer des liens un entre l'autre. Tout seul, là, si je me mets contre un mammouth... Es-tu sûr qu'on domine?
On domine au niveau mais ça dépend dans quel sujet. On commence à creuser. Au niveau, si on prend le genre de définition de Richard Dawkins de nombre puis comme un virus, oui, on domine. Mais donc, quand je parle de domine, je parle de littéralement à ce niveau-là. Là. Donc, au niveau de la place qu'on prend. Je te tirais la pipe parce que je pense aussi que les fourmis, en termes d'évolution, en termes de nombre, en termes d'organisation sociale, c'est assez fascinant. Oui. On pourrait créer plein de liens. À cause de l'être humain, la vache, elle n'aurait pas dominé. Il n'y aurait pas autant de vaches ni autant de blé. Mais notre impact sur la planète a créé plein d'autres facteurs dominants par nos simples actions. Juste l'utilisation des outils, je pense que là-dessus, effectivement, l'humain est parmi les espèces les plus avancées. Oui. Donc, la raison pourquoi je le mentionnais, pour ne pas trop aller dans c'est que souvent, les gens, il y a comme un genre de do-it-yourself. Je vais faire tout moi-même. Je vais aller en ligne, je vais faire tout moi-même. Puis, ça va un peu contre le développement de l'être humain au niveau de la planète anthropologique parce qu'on a besoin d'un et l'autre. Tout seul, on est très vulnérable. Comme bébé, on est très vulnérable. Moi, si tu me mets contre un mammouth tout seul, le mammouth risque de me faire mal. Mais en groupe, organisé, en se supportant dans nos expertises, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Puis, c'est vraiment intéressant que tu amènes le do-it-yourself parce que ça a été une préoccupation longtemps pour moi, puis ça a été même une forme de menace parce qu'on voit, mettons, les robo-advisors, on voit les outils pour souscrire des hypothèques directement, pour aller prendre ses assurances soi-même, tout faire soi-même. Jusqu'où on va aller? Tu as une carie, tu as une dent avec un abcès. Est-ce que tu vas aller sur YouTube et chercher le moyen de t'enlever ta dent toi-même? Le do-it-yourself a ses limites, ça dépend de ses priorités dans sa vie et ça dépend aussi des qualifications recherchées, mais c'est peut-être une mode, une tendance. C'est correct pour certaines choses, mais pour d'autres, il y a vraiment des risques de causer des dommages très sérieux à sa santé et à sa santé financière. Spécifiquement quand il faut être plus nuancé. Quand c'est quelque chose de très nuancé où est-ce qu'il faut avoir beaucoup de contexte, c'est sûr qu'une personne qui lit un article sur Google, qui Google quelque chose, va pas avoir l'expertise d'un autre être humain qui fait ça depuis 30 ans, 50 heures par semaine. On devient des experts, tout comme dans n'importe quel domaine. Je ne peux pas compétir avec quelqu'un qui fait ça 50 heures par semaine. On a les mêmes montants d'heures dans une journée. C'est exactement ça. J'avais une question par rapport à l'intérêt canadien-québécois de suivre un peu. Tu parlais de mes histoires, l'historique de l'argent, les sujets. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, il y a vraiment une soif pour l'intérêt pour ces sujets-là? De plus en plus. J'ai 2 livres qui ont dépassé le seuil de best-seller, dont Petit secret, gros mensonge de votre banquier. Mais c'est des livres de niche il y a quelques années, puis aujourd'hui, ça se vend bien. Le podcast, on a plus de 320 000 écoutes maintenant. Tu sais, Pierre-Yves McSween qui a eu un méga succès avec peut-être dans toutes les langues, les traductions, peut-être 500 000 de ventes de son livre. Pas Liberté 45, mais le premier. Qu'allez-vous faire de non, c'est en fait... voyons. J'en ai-tu besoin? En as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin, exact. Oui, en as-tu vraiment besoin? Ça, c'était traduit en plusieurs langues. Méga succès. Il a éveillé les consciences, mais avant lui, il y a d'autres personnes qui avaient des émissions spéciales qui étaient peut-être un petit peu plus spécialisées en finances personnelles, là, avec le journal Les Affaires, etc. Tu vois, Radio-Canada avec RDI Économie a été un précurseur il y a une vingtaine d'années. Il y avait justement ces émissions-là qui commençaient. Mais c'est encore une niche, mais de plus en plus, les gens s'intéressent à la saine gestion de leurs finances. Puis ils s'intéressent, et ça, c'est peut-être un peu malheureux, à faire de l'argent rapide. C'est pour ça que les influenceurs sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, Instagram, ont beaucoup de succès. Ceux qui parlent de trucs pour faire de l'argent rapide. Ils vont vendre des formations ou ils vont vendre des produits financiers sans nécessairement avoir de permis, de licence. Puis il y a des gens qui perdent des fortunes là-dedans. Là. Mais il y a une soif d'apprendre. Il ne faut juste pas, je te dirais, chercher des raccourcis. Ça, c'est un excellent point. Pas de raccourcis parce que en fait, moi, j'ai appris ça personnellement. À chaque fois que je prenais un raccourci, il y a quelque chose qui est arrivé après pour ramener l'affaire aussi. Finalement, c'était plus long là, parce qu'il fallait...
Il fallait refaire le tout ou le faire correctement ou peu importe. Oui. Un petit mime que j'ai trouvé bien bon, qu'on revoit de temps en temps, c'est ça coûte cher faire affaire avec un expert. Ça coûte encore plus cher avec un amateur. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est un excellent point par rapport à tout ça. Donc, est-ce que vous trouvez que... vous voyez, on peut se tutoyer. On est amis maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque d'éducation dans le système au niveau financier? J'en parle souvent dans le podcast. Comme à un jeune âge, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau de l'éducation traditionnelle, si on veut, là, à l'école. Moi, mes parents... pas pour leur critiquer, mais peut-être parce qu'il n'y avait juste pas l'opportunité de le faire, mais toutes les choses que j'ai apprises en finance ou les bonnes pratiques, ils m'ont jamais parlé vraiment de l'argent. Ils m'ont jamais vraiment parlé des bonnes pratiques, même psychologiques, là, de comment... Surtout, en fait, gestion de l'argent, ça s'apprend relativement facilement, mais c'est la psychologie aux alentours de tout ça que j'étais pas outillé. Là. J'ai appris ça, finalement, j'étais correct, mais il y en a beaucoup qui passent par dans le tordeur un peu avant qui sont à un certain point de dire, OK, là, je comprends, mais pourquoi qu'on ne m'a pas parlé de ça à un jeune âge? Mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'éducation, des mathématiques, qu'il faut changer la façon dont on l'enseigne. Est-ce que tu connais le théorème de Pythagore? Oui. Bon, est-ce que tu t'en sers tous les jours? Non. Bon. Et pourquoi on n'en a pas profité au lieu que tout le monde retient cette expression-là, théorème de Pythagore, de montrer aux gens qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus d'argent? C'est quoi les conséquences de plus n'avoir? Ouais. C'est quoi les conséquences quand tes cartes de crédit sont pleines? Je ne dis pas de commencer avec ça à la 5e année. Là, on va leur faire peur. Ils vont faire des cauchemars. Là, mais d'amener on ça crée un futur très anxieux pour ces pauvres enfants de 5e année. Mais dire que dans le guichet automatique, c'est pas de l'argent infini pour tous. C'est juste son propre argent qui se trouve là. D'enseigner aussi le phénomène de l'intérêt, de l'impôt. Juste un enfant, il va comprendre en disant que, regarde, si je te donne un montant d'argent, là, mettons 10 000 $, c'est un tout jeune, là. Le 10 000 ne t'appartient pas au complet. Il y a un principe qui s'appelle les impôts. C'est quoi ça, les impôts? Mais regarde l'école ici. Elle a été payée parce que quand on reçoit notre argent, il y a une petite partie qui sert à payer le salaire de l'enseignante, qui sert à payer les meubles qui nous entourent, la petite table, puis le tapis et tout. Ouais. Et puis, on fait le petit bout de chemin en disant, l'argent vient d'où? Elle sert à quoi? Pourquoi on paie des impôts? Plutôt que des fois faire des citoyens cyniques qui vont dire ils vont entretenir des gros mensonges du genre on paye 50 % d'impôts. Excusez-moi, mais 50 % d'impôts, il faut gagner 750 000 et plus pour avoir un impôt réel de 50 %. Oui, 50 %. Ton taux marginal arrive là vers 150 000 à peu près. C'est ça. Alors ça, c'est galvaudé. Mais attention, c'est un escalier, là, exactement. Là. On confond le taux effectif avec le taux marginal. Exact. Mais ça, c'est pas appris. Puis des très jeunes vont dire il faut que je fasse tout pour cacher mon cash de l'impôt. Oui, mais t'empruntes les routes, t'empruntes tout le système social et les hôpitaux. C'est ton propre argent. Il va te revenir quelque part. Alors oui, au niveau de d'éducation, je pense que autant la géographie, autant les mathématiques, l'étude de tout ce qu'on apprend finalement à la petite école ou au secondaire devrait être teinté de finances personnelles parce que c'est la vraie vie. C'est un bon point. Tu as mentionné quelque chose. Je fais des présentations. Je suis demandé de passer à les écoles secondaires. Donc, juste pour de parler de l'argent, parler de l'entrepreneuriat. En anglais, en français, mais un peu plus en anglais récemment. Et puis, on parlait des impôts. Puis, un étudiant, je pense que c'est secondaire 4. Puis, il avait fait un commentaire, mais c'est quoi ton opinion sur le fait qu'après un certain point, ça ne vaut plus la peine de travailler? Puis, je disais, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand, à un certain point, le gouvernement prend plus, donc on devrait arrêter de travailler parce qu'on paie trop d'impôts anyway. Donc, si j'aurais travaillé moins, j'aurais fait plus d'argent. Puis, tout le monde dans la classe se dit « Ah oui, c'est vrai. » C'était comme une réalité. Je dis « Mais attention, on va juste compter. Là. Ça n'a aucun sens ce que je viens juste de dire. » Puis le prof, même quand était assis là, en anglais, elle me regardait comme « Explique ce point-là. » Puis j'étais juste comme « Attends, c'est une question, c'est une vraie question. OK, mais je vais l'expliquer. Mais regarde, mais tu fais pas moins d'argent. Tu payes plus d'impôts à ce niveau-là, mais ta richesse continue à
à augmenter. Et puis en plus, il y a des stratégies pour réduire ces impôts-là en passant quand tu es rendu là. Ou de payer juste sa part d'impôt. Effectivement. Puis c'était comme un genre de lumière qui s'est allumée dans la classe. Ah ouais, on pensait pas ça. Puis ça, c'est des enfants du secondaire. Ils sortaient de là avec la pensée que je devrais travailler moins parce que si je travaille plus, je vais être plus pauvre. J'entends l'autre spectre des plus vieux qui disent « C'est important que je sorte tous mes REER avant de prendre ma retraite. » Pourquoi? Parce que si j'ai des REER, à la retraite, je vais perdre le supplément de revenu garanti. OK, et le supplément de revenu garanti, c'est quand tu as ta pension de vieillesse, puis tu n'as plus une scène, puis ton revenu moyen, c'est de 15 000. C'est ton objectif? Là, la personne a dit, ben pas nécessairement, non, mais c'est le supplément de revenu garanti pour les plus pauvres des plus pauvres. Exact. Si c'est ton target, je pense que tu pourrais viser plus haut. Oui, exact. Il y a plein de mythes comme ça, de fausses croyances qui polluent l'éducation financière au Québec, au Canada, mais dans la population générale. Un commun que j'entends souvent avec des clients qui achètent une maison, disent « Ah, ben, j'ai pas de REER, mais peut-être tu as des épargnes, tant qu'à le mettre, tu pourrais le mettre dans le REER maintenant, avoir un retour d'impôt. Il y a le programme RAP qui existe. Tu vas avoir plus d'argent. Oui, mes parents m'ont dit que les REER, là, ça marche pas. Là, je crois pas dans les REER. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois pas dans les REER. Premièrement, un REER, c'est juste un véhicule. Là. Ça dépend qu'est-ce que tu mets dedans. Là. L'essence, là, c'est juste un... Mais non, on ne croit pas en ça. Puis, il y a ça au Québec. Puis, c'est une des raisons que moi, j'avais commencé le podcast, d'essayer de parler de ces concepts-là pour dire, mais non, mais ça n'a aucun sens. C'est pas une question de croyance. C'est une question de peut-être, c'est pas le mécanisme qui va fonctionner le mieux pour toi, mais c'est pas comme si, je ne crois pas que cette table est là. Mais la table est là. Je me moque aussi des gens qui vont dire ça, je crois pas au REER. Puis moi, je dis, je crois pas aux avions. Pourquoi? Ben, c'est trop pesant, ça peut pas voler. C'est bien trop lourd. Voyons, hey, l'air, je prends mon verre, il tombe si je le lâche. Impossible, c'est pas vrai. Là. C'est un mythe. Effectivement, c'est des raccourcis de l'esprit qui nuisent et c'est relié à des perceptions, mais c'est psychologique aussi. Je crois que là, il faut creuser, faire parler un peu plus les gens. J'ai entendu une phrase intéressante de Charlie Munger qui dit « Celui qui tient un marteau, tout ce qu'il voit aura l'air d'un clou. » Alors, tu devrais avoir un coffre d'outils pas mal mieux garni dans ta vie que d'avoir qu'un marteau. Si toi, t'éloignes le REER, tu viens de te couper un outil qui pourrait te servir dans un objectif plus tard. Alors, garde ton coffre d'outils bien rempli, utilise-le comme ce qui peut être approprié pour tes objectifs. Selon toi, c'est quoi la solution de pouvoir changer tous ces... Parce qu'il y en a beaucoup au Québec. C'est mon impression, après avoir voyagé quand même beaucoup, c'est que c'est très, très présent au Québec. Il y a un manque d'éducation financière. Puis il y a une culture qui tourne autour de l'argent comme si c'était mauvais et tout ça. Là. Donc, c'est quoi la solution pour peut-être sortir de ça, selon toi? T'es là-dedans depuis longtemps. La curiosité, d'aller chercher une personne à la fois, puis d'intéresser les gens avec une approche basée sur les objectifs et non pas sur les solutions. Si tu as quelqu'un qui a un objectif précis, puis on le fait parler, puis des fois, les plus jeunes, ils n'ont pas tout à fait, c'est pas clair, les objectifs. Et peut-être leur faire parler, moi, j'ai envie de me lancer en affaires. OK, ça, c'est un rêve. Mais un projet, c'est définir tout ce que tu as besoin et l'argent va être à ton service pour concrétiser ton projet. Là. Et c'est des discussions comme ça, mais ça va se renforcer. Moi, je suis quand même très optimiste. La preuve, les livres de finances se vendent. Les podcasts comme le tien s'écoutent. On a vraiment un attrait. Mais il y a quelque chose que je trouve dangereux qu'on importe des États-Unis, c'est la valorisation de l'ignorance. Être ignorant et fier de l'être, là, il y en a quelques-uns qui ont ça. Il y a une grande arrogance. Non, j'ai plus besoin de rien apprendre, je sais tout dans la vie. Je me reconnais à 22 ans, je pense que je savais tout à 22 ans, puis rendu dans la cinquantaine, je sais rien. J'ai tout à apprendre encore. Alors, ça, c'est un danger, je trouve. Il y a une espèce de montée. Les réseaux sociaux vont présenter avec fierté certains comportements qui sont douteux, puis c'est des fois enfantin, adolescent, et puis c'est ça. Il faut avoir un certain contrôle, je pense. Ça revient à la curiosité, je pense. Parce que si tu n'es pas curieux, ben, tu essaies de valider un peu qu'est-ce que tu crois déjà. Puis c'est ça le problème avec les médias sociaux. Juste au niveau mathématique, l'algorithme, c'est ça. C'est que tu vas juste revalider. Puis les gens, au lieu de rechercher qu'est-ce qui sont, mettons plusieurs opinions,
qui est plus difficile naturellement, ben ils essaient de valider une croyance qu'ils veulent juste croire. C'est ça, les chambres d'écho, puis la recherche de groupes qui ont des façons de penser, des philosophies identiques à la sienne, ça fait qu'on est fermé dans un cadre, puis on va juste consommer ce qui est pré-mâché avec notre idéologie. Donc, comment se battre contre ça? Peut-être choisir d'écouter quelque chose qui peut-être te rend inconfortable. Donc, c'est un inconfort de dire, peut-être je devrais l'écouter puis essayer de garder un esprit ouvert. Le souci d'apprendre, je pense que quand un jeune commence à voyager, il est exposé à plusieurs idées variées. Les voyages devraient être certainement encouragés, même la culture musicale, la culture culinaire, de goûter des saveurs, des odeurs, s'exposer à toutes sortes de choses différentes. Ça va venir influencer les autres domaines. Oui, mais c'est aussi chimique. Dans notre cerveau, là, les synapses, les connexions entre les neurones, ils sont stimulés quand on emprunte des chemins différents, puis on s'expose à différentes personnes, à différentes langues, à différentes cultures. Ça fait travailler notre cerveau. Mais beaucoup, les parents ont un grand rôle auprès de leurs enfants. D'abord, peut-être de restreindre l'utilisation de certains outils technologiques faciles. C'est tentant, lorsque on a peu de temps dans sa journée, de donner une tablette à un jeune de 3-4 ans, puis de dire papa est occupé, maman est fatiguée, puis amuse-toi. Puis là, ils vont consommer toutes sortes de choses et beaucoup de raccourcis. C'est pas facile pour les parents. On s'entend qu'il y a de ce côté-là. Puis il y a aussi comment tu strikes l'équilibre entre indoctriner tes enfants avec un peu avec les problèmes qui viennent avec un peu tes pensées limitantes comme parents, on les a tous. Ouais. Avec aussi l'autre côté que, OK, mais je veux pas non plus qu'ils soient sur les tablettes puis qu'ils reçoivent des matériaux qui sont pas prêts à comprendre, ni à évaluer, ni à être capable de déchiffrer si c'est nuancé ou pas. Comment, comme parent, que tu peux... comment tu approches ça? Moi, j'ai des jeunes enfants, là, je te pose la question. Hein. Aide-moi. Je sais pas mais on a toujours une petite voix intérieure qui nous dit quoi faire, qu'est-ce qui est moins bon, plus approprié. Puis c'est des fois écouter cette petite voix-là. Juste quand on est super fatigué, puis notre enfant tout jeune veut aller au parc avec nous, il faut se botter un peu derrière, puis de se lever, puis y aller quand même. C'est des petits efforts qui s'additionnent, mais le temps qu'on passe avec nos enfants, il est hyper précieux. Ça construit leur vie future, puis ils sont jeunes. Le cerveau, c'est une éponge. Tout ce qu'on va leur dire, tout ce qu'on va faire, ils vont s'en rappeler. Ça va forger aussi l'opinion qu'ils ont de leurs propres parents. L'effort, c'est de passer du temps avec eux. Soyez engagé et en conversation et en découverte. Avant de le faire que tu devais penser au temps que tu as à leur accorder plus tard. Mais une fois qu'ils sont nés, c'est très, très, très précieux. Puis essayer de leur donner des exemples, discuter avec eux, puis carrément demander leur opinion, même si l'opinion commence juste à se faire très jeune, discuter. Je crois que c'est ça qui est important avec nos enfants, c'est d'aller chercher des avis contraires, puis leur opinion. Puis l'enseignement à l'école, c'est bien, mais c'est encore mieux quand tu as un professeur qui challenge l'ordre établi et qui challenge les concepts existants en te disant, je sais pas, tu suis un cours... pas besoin d'aller à l'université, mais toi, comment verrais-tu ça, le fonctionnement des hôpitaux? Tu demandes ça à plus jeune, puis tu peux être surpris des jeunes au secondaire qui ont des solutions concrètes dans des problèmes d'adultes. C'est parce qu'ils ne vivent pas dans un futur créé. C'est vraiment ça. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai la même expérience de parler des jeunes enfants. Là, des fois, ils vont... Comme si tu as besoin de... Si tu es entrepreneur là, ou en vente dans n'importe quoi, une des meilleures affaires, c'est va voir des jeunes enfants puis pose-là une question par rapport aux problèmes que tu vis. Tu serais surpris les choses qui vont sortir. Et des solutions. Oui, parce que c'est pas biaisé par un passé que toi, tu as vécu, que tu transportes dans ton futur, puis tu es en train de dire, je peux pas faire ça, ça va me créer ça. Oui. Tu crées des pensées limitantes qui n'existent pas vraiment. C'est très difficile, de plus que tu avances, de sortir de cette paradigme. Donc, moi, c'est des conversations des jeunes enfants, là, c'est complètement capotant. Ou école secondaire, mais le plus que tu avances, le plus que tu vois qu'il y a des événements qui sont arrivés qui influencent le futur, puis ça devient plus difficile de se sortir de ce genre de cycle-là, puis de créer de façon... Les adultes, ce qu'ils font des fois, qui brisent un petit peu avec l'enfance, c'est de créer des cases, créer des frontières, créer des limites où il n'y en a pas. On fait un podcast. Pourquoi on fait un podcast? Parce que les radios ne prennent plus de temps pour avoir un contenu varié.
Si je regarde ta musique dans ton listing, là, je pourrais être surpris de voir que tu as du Kiss, tu as du Paul Anka, puis tu peux avoir des trucs plus récents, Beyoncé. Moi, c'est le peu Jackson importe. Pollock de liste. Là. C'est complètement fou. Là. Ouais. Comme même mes amis sont comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais je sais pas, j'aime ça, j'écoute, j'entends, mais Mais c'est ça, vrai. t'as pas de limite quand tu Contrairement à radio, que t'écoutes Chaume, là, t'es ça rock and roll toute la Ouais. journée. Là, ouais. Ben, moi, je lis Lucky Luke, mais je lis aussi Harari Sapiens. Et c'est correct. Puis c'est correct aussi que nos enfants s'intéressent à plein de choses, puis toutes sortes de cultures. C'est comme ça qu'on peut évoluer, mais pas en ayant un bassin très restreint. Mais les médias, c'est ça. Ils se sont cantonnés. Aujourd'hui, ils ont des pertes cumulatives. Ils cherchent des solutions alors que c'est à portée de main. C'est d'avoir de la variété. Vraiment. Vraiment, c'est un bon point pour tout le monde qui nous écoute. C'est très profond. Merci. Pas de pression. Parlons de l'économie parce que, en fait, tu parles de l'économie tout le temps. Puis on est dans une période économique, on va appeler ça volatile, différent. C'est sûr que toute période économique est différente, mais je pense qu'on vit avec, on va appeler ça une nouvelle vague, avec le AI, avec l'intelligence artificielle qui a pris un peu plus d'espace. Ça existe depuis un bon bout de temps, mais dans le public maintenant, dans la conversation publique, ça existe beaucoup. On parle de ça beaucoup plus. Comment tu vois l'économie du futur dans les prochaines années pour ceux qui veulent soit rentrer dans l'économie maintenant pour commencer à travailler ou ceux qui sont là depuis longtemps? Quelles sont les tendances, selon toi, qui sont les plus importantes à regarder ou importantes à regarder? Et puis, comment que quelqu'un pourrait travailler à l'intérieur de cette nouvelle tendance ou trouver sa place, mettons? Bien, trouver sa place, il faut faire abstraction de l'économie parce qu'il y aura toujours des cycles, il y aura toujours des dangers et des opportunités. Mais quand tu as l'intention de te partir en affaires, tu dois être en mesure de régler un problème. Si tu règles le problème de quelqu'un, tu auras du succès. Et à ce moment-là, c'est faire abstraction à son désir. Si ton propre désir, c'est faire le plus d'argent possible, tu n'es pas en train de régler le problème de quelqu'un d'autre. C'est très Seth Godin, ça, effectivement. C'est ça. Alors, l'économie, c'est une réalité comme les vagues dans la mer. Puis, on peut très bien dire, ouais, mais moi, j'aimerais que ça soit lisse, que ça soit un chemin tout asphalté, la vie. Mais c'est pas comme ça. C'est comme la mer avec des tempêtes, puis des fois des vagues de 50 mètres. Il faut que tu les affrontes. Les cycles économiques dans le futur, sans doute avec l'informatique, sans doute avec l'intelligence artificielle, vont probablement être plus courts et certains vont être très violents. Il peut y avoir encore des crashs, il peut y avoir encore des effondrements par secteur. Mais les technologies de l'information permettent d'avoir de l'information en temps réel et de réagir. Une crise comme on semble vivre en ce moment, c'est bizarre parce que c'est dans l'abondance. Tout le monde a un emploi. On voit les taux d'intérêt augmenter. On trouve ça épeurant de dire c'est parti de 0,25 puis ça se rend à 5 le taux directeur. My God! Mais du 5 c'est la norme historique. Mais 0,25 c'est ça qui était anormal parce qu'on tentait d'empêcher des problèmes économiques graves avec la pandémie de COVID-19. Ouais. Puis, donc, on a utilisé ce qu'on savait. On a fourni des incitatifs financiers aux citoyens, des subventions aux entreprises pour éviter une crise économique. Le surplus d'argent engendre l'inflation. C'est des effets secondaires, comme les médicaments. Je trouve que l'économie fonctionne exactement comme les médicaments. Tu as un médicament, tu as des effets secondaires. N'importe quel. Même les très, très bons. Mais tu as des effets secondaires. L'effet secondaire, en ce moment, il est extrêmement dangereux. C'est l'inflation. Si tu prends les années 90, tu avais au Brésil de l'inflation de 50 à 70 par mois. Complètement fou, ouais. C'était hallucinant. Ça crée une pauvreté incroyable. Alors, en ce moment, on a juste le retour à l'équilibre et le retour à l'autonomie des entreprises et des individus qui se fait difficile. Et j'aimerais que la Banque centrale offre encore des taux très, très bas pour faciliter. Mais quand c'est facile à emprunter, il y a de la spéculation immobilière, boursière, de la spéculation à tous les niveaux. Les cryptos, il y a eu un skyrocket, une augmentation incroyable des cryptos parce qu'il y avait trop d'argent dans les systèmes en 2020, 2021. Là. Alors, les cycles, ils vont probablement raccourcir, vont être plus courts, plus violents. Mais il ne faut juste pas aller se situer au cœur de la tempête. Puis si quelqu'un veut éviter des problèmes financiers, cash is king. D'avoir d'argent, d'avoir des réserves,
avoir de moins en moins de dettes, de moins en moins de leverage pour ne pas te positionner à risque quand ton secteur devient sous pression économiquement. Moi, j'appelle ça des exit strategies, des stratégies de sortie. C'est quoi ta stratégie de sortie, des stratégies de fallback position? C'est quoi? Mais penser à la même chose aussi avec sa famille. Ouais. D'avoir des trucs qui vont faire en sorte que tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Tu ne vendras pas tes REER pour nourrir tes enfants parce que tu n'as pas de fonds d'urgence. C'est toutes des situations comme ça. Puis, ne pas prendre le présent pour acquis. Ouais. Moi, la seule certitude que j'ai dans la vie, puis ma seule projection en rapport avec l'économie puis les tendances à venir, c'est tout va changer. That's all. Tout va changer. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui que c'était vrai il y a 10 ans, que c'était vrai il y a 15 ans. Sauf que là, c'est plus rapide. Oui, c'est vrai. C'est très rapide. Puis tu vois, les bateaux économiques, je vois ça comme un gros paquebot, c'est pour ça que j'utilise l'image du bateau. Si tu veux déplacer un cargo et puis tu es pris dans la tempête, tu pars de Panama puis tu t'en vas à Londres et là, il y a une tempête. Tu dois changer de direction et corriger ta trajectoire. Et là, tu as plein d'instruments, tu as plein de calculs pour valider ton chemin. Ouais. Le paquebot économique d'un pays, d'une nation, de plusieurs continents, ben c'est immense. Imagine le chiffrier Excel que ça prend pour faire des ajustements en fonction de la direction de l'économie. Et aujourd'hui, avec l'informatique, tu es capable d'avoir des informations en temps réel et faire des ajustements. Et avant d'avoir Excel, ben, on faisait ça à main, dans des cahiers. Ben oui. Puis, tu avais à un moment donné une personne qui se levait à la Banque du Canada qui dit « On a une récession! » Ouais. Mais la récession était déjà passée, puis était peut-être terminée. Ouais, exact. On commençait à augmenter les taux directeurs, puis il y avait déjà un décalage de peut-être 24 mois. Le lag était incroyable. Le lag était incroyable. C'était quand même incroyable. Oui. Puis là, aujourd'hui, on est dans l'instantané, mais les effets sur l'économie sont retardés aussi. Mais il est évident qu'avoir augmenté les taux d'intérêt très rapidement dans un court laps de temps, ça a des effets comme des dominos qui tombent. Ouais. Et puis, ça peut être très difficile dans certains secteurs économiques qui vont vivre des moments difficiles. Si tu es entrepreneur, travailleur autonome, quelqu'un qui veut se partir en affaires maintenant ou quelqu'un qui est en affaires puis pense à faire des changements, grandir sa compagnie, faire des investissements, souvent, on va entendre dire « mais fais-les pas maintenant, c'est pas le bon moment ». C'est quoi ton opinion selon l'économie aujourd'hui, mais juste en général, la pensée que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. J'ai mon opinion, là, mais j'aimerais t'entendre sur comment que, surtout pour les gens qui veulent se lancer en affaires, là, que c'est quand le bon moment de se lancer en affaires finalement? C'est maintenant. Oui, c'est ça. C'est maintenant parce que le bon moment, il arrive jamais. Et puis, surtout, le bon timing, ça n'arrive jamais. Puis quand c'est comme avoir des enfants. Oui, c'est ça. C'est quand le bon moment. Mais attends, là, ça dépend. Là, le warning, là, on va mettre un avertissement. Il y a un mauvais moment, mais il n'y a jamais un bon moment. On va dire ça. Il n'y a pas de timing parfait dans la vie à quoi que ce soit. Mais pour se partir en affaires, c'est quand on a une bonne idée et quand on est prêt à la réaliser. Puis peut-être qu'on a certaines réserves financières, puis qu'on a une forme d'autonomie qui va faire en sorte qu'on peut parer à des coups durs. Mais pas besoin d'avoir, je ne sais pas, un coussin financier de 3 ans. C'est pas nécessaire. Si tu as une bonne idée, tu as la conviction de rendre service à quelqu'un, là, puis tu te dis que si, dans une semaine, je vais décéder, est-ce que tu vas avoir un regret? Oui, de ne pas avoir essayé quelque chose. Alors, pars-la. Pars-la à ton entreprise. Vraiment. Vas-y au bout de tes idées. Et c'est ça, fais de ton mieux. Ça me rappelle on parlait de ça avec l'invité qui a passé il n'y a pas longtemps. Il y a un speech que Steve Jobs a donné. C'est le speech de commencement speech qu'il a donné à Stanford. Je ne sais pas si tu l'as jamais vu. Oui, j'ai vu. C'est un des meilleurs speeches à des jeunes. Je l'écoute au moins une fois par mois là, pour me rappeler un peu surtout dans l'aspect prendre des risques. Il dit là, comme tu es déjà tout nu, là, dans le sens qu'il n'y a rien qui t'arrête, toutes les pensées qui t'arrêtent, comme vas-y, sois préparé, prépare-toi, tout ça. Là, c'est ça. Mais d'essayer de trouver un bon moment, puis sois pas dogmatique. Des chemins différents. Le seul conseil que je pourrais dire à un Fabien plus jeune, moi, c'est prends pas le chemin de la foule. C'est jamais un bon chemin. C'est le chemin facile. Ouais. Prends jamais la direction de la tendance de l'heure.
En ce moment, Surtout en pensant que tu vas avoir des différents résultats. C'est ça. C'est ça le problème. Là. Souvent, c'est comme je suis la foule, mais moi, je vais avoir quelque chose de différent. Peut-être, mais mathématiquement, au niveau statistique, les chances sont contre toi. Là. On s'entend. Là. C'est vrai. Si tu veux des différents résultats, il faut que tu fasses Différemment. C'est un excellent point. Si tu avais donné un conseil, que ce soit des jeunes, des vieux, des moins vieux, tout le monde, un conseil financier, mettons, c'est ton dernier moment là, pour le dire, là, demain, Fabien n'est plus sur cette terre, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais à tout le monde qui nous écoute, là, un conseil fondamental à suivre dans leur vie financière, mettons. Ouais. Ou dans la vie en général. Ça serait quoi? Ça serait quoi ton... Bien, si c'est par rapport à l'argent, c'est certainement de mettre de côté au moins 20 de ce que tu gagnes brut. Puis, ce montant-là qui grossit, c'est pas pour flouber. Il va grossir, puis il va te donner l'indépendance. Il va te donner le pouvoir du non assez vite. Ce qui fait que ça va te donner peut-être de l'éthique de travail. Si une personne accepte du boulot qu'il n'aime pas parce qu'il est cassé, qu'il est full de dettes, il commence à avoir, je te dirais, une forme de perméabilité à son éthique. Et il est prêt à accepter des choses qui, moralement, sont peut-être même pas acceptables pour son compas de valeur. Puis, quand tu as des économies de côté et puis que le boss veut te faire faire des choses que tu n'aimes pas, tu as le pouvoir de dire non, je ne fais pas ça. Puis achetez-vous cette liberté. Achetez-vous cette liberté. Ça va être juste pour vous. Vous allez avoir le pouvoir du non puis de refuser des trucs. On veut vous vendre un objet que vous avez absolument besoin et on va vous le vendre trop cher. Le pouvoir de le refuser et de dire non, je vais attendre plus tard, je vais payer un meilleur prix parce que ça ne vaut pas ça. Quand vraiment. tu as une forme d'autonomie économique, tu es plus, je pense, puissant comme citoyen que ceux qui sont endettés. 10 de... Ben, tu as dit 20 brut. Donc, si on reste avec la pensée que tout le monde paye 50 d'impôts, ça serait 10 Ça ne marche pas. C'est ça. Mais c'est un des livres qui parle de ça, c'est Wealthy Barber, mais il y en a plusieurs, en fait. Il y en a un autre, Babylon, j'oublie celui-là. Écoute, il y a des... Mais c'est un concept fondamental de base. Là. Si vous placez un montant à chaque fois, et jeune, pour les parents. Pour les parents, si vos enfants commencent à 15 ans, 14 ans à travailler, ce concept-là est incroyable. Prenez-le tout de suite, mettez-le de côté. Le montant d'argent accumulé 10, 15 ans plus tard, même quand ils sont encore jeunes à 25 ans, est incroyable. Puis deuxième chose, le sous-conseil, c'est que l'argent que vous avez accumulé n'est pas un outil pour vous punir ou vous récompenser. Vous avez eu une mauvaise journée. Je vais aller au centre d'achat, je vais dépenser, je vais m'acheter le dernier iPhone. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise journée. Voyons, ça n'a pas rapport. Puis ça commence les mauvaises habitudes. Oui. Si on se récompense ou on se punit avec l'argent, on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas. C'est tout à fait neutre et laisse-le où il est. Il est dans la case des mathématiques, puis laisse les intérêts composés travailler pour toi, mais mélange pas tes émotions. Tu as une mauvaise journée, fais d'autres choses. Va lever des poids au gym. Exactement. Quand ça va mal, va t'entraîner. Quand ça va bien, récompense-toi en allant t'entraîner. Ça va bien aller. Tu vas toujours être en forme. Tu vas t'entraîner régulièrement. Oui, bonne idée. Tu avais mentionné, pour les gens qui sont pour un boss ou dans leur vie, qui sont dans une mauvaise position, qui ne sont pas contents, que donne-toi l'opportunité de partir avec un fond avec un peu de fond de côté. Ça te donne la liberté de choisir. J'avais donné un speech à un moment donné. Le titre, là, je vais sacrer, le titre du speech en anglais, c'est Put yourself in the fuck you position. Et puis c'était vraiment ça. C'était littéralement ça. C'est permets-toi de dire, tu sais quoi, non. C'est juste non pour moi. Mais si à un jeune âge ou même à n'importe quel âge, vous ne pouvez pas financièrement et même émotionnellement vous mettre dans cette position-là, vous allez vous retrouver malheureux pour un bon bout de temps parce que vous êtes pris dans des situations que vous ne voulez pas être cause que vous n'avez pas planifié un fallback ou un plan. On va se retrouver avec des amis qu'on n'aime pas, qui ne nous apprécient pas, avec des fois un conjointe qu'on n'aime plus. On va rester dans une situation, on est encloisonné dans une cage qu'on s'est fait soi-même, c'est les conséquences de l'endettement. Oui, j'ai même
quelques amis en ce moment, puis on ne va pas les nommer, c'est pas des amis proches, mais des amis, puis ils sont dans des situations où est-ce qu'ils veulent partir, mais ils ne peuvent pas. L'hypothèque, ils ont des enfants, la valeur de la maison, les maisons sont trop élevées maintenant, l'hypothèque coûte trop cher, s'ils vendraient, ils ne seraient pas capables de se loger, ils sont littéralement pris. Parce qu'ils ont acheté trop cher. Mais c'est pas une vie, ça. Il y avait une belle maison avant. Durant la pandémie, on disait on va upgrader, hein, let's go. Puis, une maison 3 fois le prix avec moins de mise de fonds. Puis maintenant, pour quelle raison? T'avais-tu vraiment, comme Pierre-Yves McSween mentionne, t'en avais-tu vraiment besoin? Là? C'était-tu vraiment nécessaire d'avoir 10 000 pieds carrés de plus dans ta cour, puis 3 chambres de plus, puis un sous-sol immense? Pas de meubles. Pas de meubles que tu vas jamais anyway. C'est des questions importantes que les parents et les jeunes devraient se poser à un jeune âge. Puis je pense que c'est des sujets importants, des sujets que tu touches beaucoup à ton balado, en plus de plein d'autres choses aussi. Donc, balado, le planif. C'est ça. Puis en plus, tu as une belle business de conseil que tu conseilles au niveau financier aussi. Une succursale de planification financière reliée à Santé avec des jeunes conseillers. Ça, c'est une belle fierté. J'ai su attirer des plus jeunes que moi dans la business et qui ont les mêmes valeurs que moi. Puis, qui font une différence dans la vie des gens financièrement. C'est l'objectif. Exactement. Je te remercie beaucoup pour avoir passé ici avec nous en studio. Merci et puis à la retenue. Ryan. Ça me fait plaisir. Puis j'espère t'écouter beaucoup souvent à ton balado. Puis j'espère qu'éventuellement, tu pourrais revenir aussi, faire un petit tour, nous parler un peu plus. Ouais, merci. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.